Bonsoir, bienvenue sur la voie de Morgane. Je crois que c'est les œufs de Mars, la version de Pauline Creuse derrière qu'on entend. Enfin, que j'entends, vous non. Ça s'est arrêté. Première lecture un peu du soir, un peu trop tôt, sans doute, il fait un peu trop froid. Donc ce sera une courte lecture. Pardon. Allez, c'est parti. Un amour de Swann. Et sans doute cela n'était pas vrai, mais Swann et la princesse avaient une même manière de juger les petites choses qui avaient pour effet, à moins que ce ne fût pour cause, une grande analogie dans la façon de s'exprimer et jusque dans la prononciation. Je vous ai déjà lu ça, pardon. Je m'étais arrêtée là. En entendant la princesse lui dire que la vie était une chose affreuse, il éprouva la même douceur que si elle lui avait parlé d'Odette. Et je reprends ici. Excusez-moi. Oh oui, la vie est une chose affreuse. Il faut que nous nous voyions, ma chère amie. Ce qu'il y a de gentil avec vous, c'est que vous n'êtes pas gai. On pourrait passer une soirée ensemble. Mais je crois bien, pourquoi ne viendriez-vous pas, Guermantes? Ma belle-mère serait folle de joie. Cela passe pour très laid, mais je vous dirais que ce pays ne me déplaît pas. J'ai horreur des pays pittoresques. Je crois bien, c'est admirable, répondit Swann. C'est presque trop beau, trop vivant pour moi en ce moment. C'est un pays pour être heureux. C'est peut-être parce que j'y ai vécu, mais les choses m'y parlent tellement. Dès qu'il se lève un souffle d'air, que les blés commencent à remuer, il me semble qu'il y a quelqu'un qui va arriver, que je vais recevoir une nouvelle. Ces petites maisons au bord de l'eau, je serais bien malheureux. Oh, mon petit Charles, prenez garde, voilà l'affreuse Rampillon qui m'a vue. Cachez-moi, rappelez-moi donc ce qui lui est arrivé, je confonds. Elle a marié sa fille ou son amant, je ne sais plus. Peut-être les deux, et ensemble. Ah non, je me rappelle, elle a été répudiée par son prince. Ayez l'air de me parler pour que cette Bérénice ne vienne pas m'inviter à dîner. Du reste, je me sauve. Écoutez, mon petit Charles, pour une fois que je vous vois, vous ne voulez pas vous laisser enlever et que je vous emmène chez la princesse de Parme qui serait tellement contente. Et Bazin aussi, qui doit m'y rejoindre. Si on n'avait pas de vos nouvelles par Mémé, pensez que je ne vous vois plus jamais. Swann refusa. Ayant prévenu M. de Charlus qu'en quittant de chez Madame de Sainte-Euverte, il rentrerait directement chez lui, il ne se souciait pas, en allant chez la princesse de Parme, de risquer de manquer un mot qu'il avait pendant la soirée, et que peut-être qu'il avait tout le temps espéré se voir remettre par un domestique pendant la soirée, et que peut-être il allait trouver chez son concierge. Ce pauvre Swann, dit ce soir-là Madame Delhomme à son mari, il est toujours gentil, mais il a l'air bien malheureux. Vous le verrez, car il a promis de venir dîner un de ces jours. Je trouve ridicule au fond qu'un homme de son intelligence souffre pour une personne de ce genre et qui n'est même pas intéressante, car on l'a dit idiote. Ajouta-t-elle avec la sagesse des gens non amoureux qui trouvent qu'un homme d'esprit ne devrait être malheureux que pour une personne qui en valut la peine. C'est à peu près comme s'étonner qu'on daigne souffrir du choléra par le fait d'un être aussi petit que le bacille virgule. Swann voulait partir, mais au moment où il allait enfin s'échapper, le général de Froberville lui demanda à connaître Madame de Cambremer et il fut obligé de rentrer avec lui dans le salon pour la chercher. Dites donc, Swann, j'aimerais mieux être le mari de cette femme-là que d'être massacré par les sauvages. Qu'en dites-vous ? Ces mots « massacrés par les sauvages » percèrent douloureusement le cœur de Swann. Aussitôt, il éprouva le besoin de continuer la conversation avec le général. « Ah, lui dit-il, il y a de bien belles vies qui ont fini de cette façon.
Ainsi, vous savez, ce navigateur dont Dumont d'Urville ramena les cendres, la Pérouse, et Swann était déjà heureux comme s'il avait parlé d'Odette. C'est un beau caractère et qui m'adresse beaucoup que celui de la Pérouse, ajouta-t-il d'un air mélancolique. Ah, parfaitement, la Pérouse, dit le général, c'est un nom connu, il a sa rue. Vous connaissez quelqu'un rue la Pérouse demanda Swann d'un air agité. Je ne connais que Madame de Chanlivaud, la sœur de ce brave Chaussepierre. Elle nous a donné une jolie soirée de comédie l'autre jour. C'est un salon qui sera un jour très élégant, vous verrez. Ah, elle demeure rue la Pérouse. C'est sympathique. C'est une si jolie rue, si triste. Mais non, c'est que vous n'y êtes pas allé depuis quelque temps. Ce n'est plus triste, cela commence à se construire, tout ce quartier-là. Quand enfin Swann présenta M. de Froberville à la jeune Madame de Cambremer, comme c'était la première fois qu'elle entendait le nom du général, elle esquissa le sourire de joie et de surprise qu'elle aurait eu si on n'en avait jamais prononcé devant elle d'autre que celui-là, car ne connaissant pas les amis de sa nouvelle famille, à chaque personne qu'on lui amenait, elle croyait que c'était l'un d'eux, et pensant qu'elle faisait preuve de tact en ayant l'air d'en avoir tant entendu parler depuis qu'elle était mariée, elle tendait la main d'un air hésitant destiné à prouver la réserve apprise qu'elle avait à vaincre et la sympathie spontanée qui réussissait à en triompher. Aussi les beaux-parents, qu'elle croyait encore les gens les plus brillants de France, déclaraient-ils qu'elle était un ange, d'autant plus qu'ils préféraient paraître, en la faisant épouser à leur fils, avoir cédé à l'attrait plutôt de ses qualités que de sa grande fortune. On voit que vous êtes musicienne dans l'âme, madame, lui dit le général, en faisant inconsciemment allusion à l'incident de la bobèche. Mais le concert recommença et Swann comprit qu'il ne pourrait pas s'en aller avant la fin de ce nouveau numéro du programme. Il souffrait de rester enfermé au milieu de ces gens dont la bêtise et les ridicules le frappaient d'autant plus douloureusement qu'ignorant son amour, incapable, s'il l'avait connu, de s'y intéresser et de faire autre chose que d'en sourire comme d'un enfantillage ou de le déplorer comme une folie, il le lui faisait apparaître sous l'aspect d'un état subjectif qui n'existait que pour lui, dont rien d'extérieur ne lui affirmait la réalité. Il souffrait surtout, et au point que même le son des instruments lui donnait envie de crier, de prolonger son exil dans ce lieu où Odette ne viendrait jamais, où personne ou rien ne la connaissait, d'où elle était entièrement absente. Mais tout à coup, ce fut comme si elle était entrée, et cette apparition lui fut une si déchirante souffrance qu'il dut porter la main à son cœur. C'est que le violon était monté à des notes hautes où il restait comme pour une attente qui se prolongeait sans qu'il cessât de les tenir dans l'exaltation où il était d'apercevoir déjà l'objet de son attente qui s'approchait, et avec un effort désespéré pour tâcher de durer jusqu'à son arrivée, de l'accueillir avant d'expirer, de lui maintenir encore un moment de toutes ses dernières forces le chemin ouvert pour qu'il pût passer comme on soutient une porte qui, sans cela, retomberait. Et avant que Swann eût eu le temps de comprendre et de se dire « c'est la petite phrase de la sonate de Vinteuil, n'écoutons pas », tous ces souvenirs du temps où Odette était éprise de lui et qu'il avait réussi jusqu'à ce jour à maintenir invisible dans les profondeurs de son être, trompés par ce brusque rayon du temps d'amour qu'ils crurent revenu, s'étaient réveillés et, à tire-d'aile, étaient remontés lui chanter éperdument, sans pitié pour son infortune présente, les refrains oubliés du bonheur. Au lieu des expressions abstraites, temps où j'étais heureux, temps où j'étais aimé, qu'il avait souvent prononcées jusque-là et sans trop souffrir, car son intelligence n'y avait enfermé du passé que de prétendus extraits qui n'en conservaient rien, il retrouva tout ce qui, de ce bonheur perdu, avait fixé à jamais la spécifique et volatile essence. Il revit tout. Les pétales neigeux et frisés du chrysanthème qu'elle lui avait jeté dans sa voiture, qu'il avait gardé contre ses lèvres, l'adresse en relief de la Maison Dorée sur la lettre où il avait lu « Ma main tremble si fort en vous écrivant ». Le rapprochement de ses sourcils quand elle lui avait dit d'un air suppliant « Ce n'est pas dans trop longtemps que vous me ferez signe ».
Il sentit l'odeur du fer du coiffeur par lequel il se faisait relever sa brosse. Pendant que l'Oridan allait chercher la petite ouvrière, les pluies d'orage qui tombèrent si souvent ce printemps-là, le retour glacial dans sa Victoria au clair de lune, toutes les mailles d'habitudes mentales, d'impressions saisonnières, de réactions cutanées qui avaient étendu sur une suite de semaines un réseau uniforme dans lequel son corps se trouvait repris. À ce moment-là, il satisfaisait une curiosité voluptueuse en connaissant les plaisirs des gens qui vivent par l'amour. Il avait cru qu'il pourrait s'en tenir là, qu'il ne serait pas obligé d'en apprendre les douleurs, comme maintenant le charme d'Odette lui était peu de choses auprès de cette formidable terreur qui le prolongeait comme un trouble halo, cette immense angoisse de ne pas savoir à tout moment ce qu'elle avait fait, de ne pas la posséder partout et toujours, hélas. Il se rappela l'accent dont elle s'était écriée. « Mais je pourrai toujours vous voir, je suis toujours libre !» Elle qui ne l'était plus jamais. L'intérêt, la curiosité qu'elle avait eue pour sa vie à lui, le désir passionné qui lui fit la faveur, redouté au contraire par lui en ce temps-là comme une cause d'ennuyeux dérangement, de les laisser pénétrer, comme elle avait été obligée de le prier pour qu'il se laissât mener chez les Verdurins, et, quand il la faisait venir chez lui une fois par mois, comme il avait fallu avant qu'il se laissât fléchir, qu'elle lui répétât le délice que serait cette habitude de se voir tous les jours, dont elle rêvait alors qu'elle ne lui semblait à lui qu'un fastidieux tracas, puis qu'elle avait prise en dégoût et définitivement rompue, pendant qu'elle était devenue pour lui un si invincible et si douloureux besoin. Il ne savait pas dire si vrai quand, à la 3e fois qu'il l'avait vue, comme elle lui répétait « Mais pourquoi ne me laissez-vous pas venir plus souvent ?» Il lui avait dit en riant, avec galanterie, par peur de souffrir. Maintenant, hélas, il arrivait encore parfois qu'elle lui écrivît d'un restaurant ou d'un hôtel sur du papier qui emportait le nom imprimé. Mais c'était comme des lettres de feu qui le brûlaient. C'est écrit de l'hôtel Vouillemont. Qui peut-elle être allée faire ? Qui peut-elle être allée faire ? Avec qui ? Que s'y est-il passé ? Il se rappela les becs de gaz qu'on éteignait boulevard des Italiens, quand il l'avait rencontrée contre tout espoir parmi les ombres errantes, dans cette nuit qui lui avait semblé presque surnaturelle et qui, en effet, nuit d'un temps où il n'avait même pas à se demander s'il ne la contrarierait pas en la cherchant, en la retrouvant, tant il était sûr qu'elle n'avait pas de plus grande joie que de le voir et de rentrer avec lui, appartenait bien à un monde mystérieux où on ne peut jamais revenir quand les portes s'en sont refermées. Et Swann aperçut, immobile en face de ce bonheur revécu, un malheur qui lui fit pitié parce qu'il ne le reconnut pas tout de suite, si bien qu'il dut baisser les yeux pour qu'on ne vît pas qu'ils étaient pleins de larmes. C'était lui-même. Quand il l'eut compris, sa pitié cessa, mais il fut jaloux de l'autre lui-même qu'elle avait aimé. Il fut jaloux de ceux dont il s'était dit souvent sans trop souffrir « Elle les aime peut-être ». Maintenant qu'il avait échangé l'idée vague d'aimer dans laquelle il n'y a pas d'amour contre les pétales du chrysanthème et l'entête de la maison d'or qui, eux, en étaient pleins. Puis sa souffrance devenant trop vive, il passa sa main sur son front, laissa retomber son monocle, en essuya le verre. Et sans doute, s'il s'était vu à ce moment-là, il lui ajoutait à la collection de ceux qu'il avait distingués le monocle qu'il déplaçait comme une pensée importune et sur la face embuée duquel, avec un mouchoir, il cherchait à effacer des soucis. Il y a dans le violon, si ne voyant pas l'instrument, on ne peut pas rapporter ce qu'on entend à son image, laquelle modifie la sonorité, des accents qui lui sont si communs avec certaines voix de contralto qu'on a l'illusion qu'une chanteuse s'est ajoutée au concert. On lève les yeux, on ne voit que les étuis, précieux comme des boîtes chinoises, mais par moments, on est encore trompé par l'appel décevant de la sirène. Parfois aussi, on croit entendre un génie captif qui se débat au fond de la docte boîte, ensorcelée et frémissante comme un diable dans un bénitier. Parfois, enfin, c'est dans l'air comme un être surnaturel et pur qui passe en déroulant son message invisible.
Comme si les instrumentistes beaucoup moins jouaient la petite phrase qui n'exécutait les rites exigés Comme si les instrumentistes, beaucoup moins, jouaient la petite phrase qu'ils n'exécutaient les rites exigés d'elle pour qu'elle apparût, et procédaient aux incantations nécessaires pour obtenir et prolonger quelques instants le prodige de son évocation, Swann, qui ne pouvait pas plus la voir que si elle avait appartenu à un monde ultraviolet et qui goûtait comme le rafraîchissement d'une métamorphose dans la cécité momentanée dont il était frappé en approchant d'elle, Swann la sentait présente, comme une déesse protectrice et confidente de son amour, et qui, pour pouvoir arriver jusqu'à lui devant la foule et l'emmener à l'écart pour lui parler, avait revêtu le déguisement de cette apparence sonore. Et tandis qu'elle passait, légère, apaisante et murmurée comme un parfum, lui disant ce qu'elle avait à lui dire et dont il scrutait tous les mots, regrettant de les voir s'envoler si vite, il faisait involontairement avec ses lèvres le mouvement de baiser au passage le corps harmonieux et fuyant. Il ne se sentait plus exilé et seul puisqu'elle, qui s'adressait à lui parlait à mi-voix d'Odette. Car il n'avait plus comme autrefois l'impression qu'Odette et lui n'étaient pas connus de la petite phrase. C'est que si souvent elle avait été témoin de leur joie. Il est vrai que, alors que dans ce temps-là il devinait, il est vrai que souvent aussi elle l'avait averti de leur fragilité. Et même alors que dans ce temps-là il devinait de la souffrance dans son sourire, dans son intonation limpide et désenchantée, aujourd'hui il y trouvait plutôt la grâce d'une résignation presque gaie. De ces chagrins dont elle lui parlait autrefois et qu'il la voyait, sans qu'il fût atteint par eux, entraînée en souriant dans son cours sinueux et rapide, de ces chagrins qui maintenant étaient devenus les siens, sans qu'il eût l'espérance d'en être jamais délivré, elle semblait lui dire, comme jadis de son bonheur, « Qu'est-ce que cela ? Tout cela n'est rien. » Et la pensée de Swann se porta pour la première fois dans un élan de pitié et de tendresse vers ce Vinteuil, vers ce frère inconnu et sublime qui lui aussi avait dû tant souffrir. Qu'avait pu être sa vie ? Au fond de quelle douleur avait-il puisé cette force de Dieu, cette puissance illimitée de créer ? Quand c'était la petite phrase qui lui parlait de la vanité de ses souffrances, Swann trouvait de la douceur à cette même sagesse qui tout à l'heure pourtant lui avait paru intolérable, quand il croyait la lire dans les visages des indifférents qui considéraient son amour comme une divagation sans importance. C'est que la petite phrase, au contraire, quelque opinion qu'elle pût avoir sur la brève durée de ses états de l'âme, y voyait quelque chose, non pas comme faisaient tous ces gens, de moins sérieux que la vie positive, mais au contraire de si supérieur à elle que seul il valait la peine d'être exprimé. Ces charmes d'une tristesse intime, c'était eux qu'elle essayait d'imiter, de recréer, jusqu'à leur essence qui est pourtant d'être incommunicable et de sembler frivole à tout autre qu'à celui qui les éprouve. La petite phrase l'avait captée, rendue visible. Si bien qu'elle faisait confesser leurs prix et goûter leur douceur divine par tous ces mêmes assistants, si seulement ils étaient un peu musiciens, qui ensuite les méconnaîtraient dans la vie, en chaque amour particulier qu'ils verraient naître près d'eux. Sans doute la forme sous laquelle elle les avait codifiés ne pouvait pas se résoudre en raisonnement. Mais depuis plus d'une année que, lui révélant à lui-même bien des richesses de son âme, l'amour de la musique était pour quelque temps au moins né en lui. Swann tenait les motifs musicaux pour de véritables idées, d'un autre monde, d'un autre ordre, idées voilées de ténèbres, inconnues, impénétrables à l'intelligence, mais qui n'en sont pas moins parfaitement distinctes les unes des autres, inégales entre elles de valeur et de signification. Quand après la soirée Verdurin, se faisant rejouer la petite phrase, il avait cherché à démêler comment, à la façon d'un parfum, d'une caresse, elle le circonvenait, elle l'enveloppait, il s'était rendu compte que c'était au faible écart entre les 5 notes qui la composaient et au rappel constant de 2 d'entre elles qu'était due cette impression de douceur rétractée et frileuse.
Mais en réalité, il savait qu'il raisonnait ainsi non sur la phrase elle-même, mais sur de simples valeurs, substituées pour la commodité de son intelligence à la mystérieuse entité qu'il avait perçue avant de connaître les vers du Rhin, à cette soirée où il avait entendu pour la première fois la sonate. Il savait que le souvenir même du piano faussait encore le plan dans lequel il voyait les choses de la musique, que le chant ouvert aux musiciens n'est pas un clavier mesquin de 7 notes, mais un clavier incommensurable, encore presque tout entier inconnu, où seulement ça et là, séparés par d'épaisses ténèbres inexplorées, quelques-unes des millions de touches de tendresse, de passion, de courage, de sérénité qui le composent, chacune aussi différente des autres qu'un univers d'un autre univers, ont été découvertes par quelques grands artistes qui nous rendent le service, en éveillant en nous le correspondant du thème qu'ils ont trouvé, de nous montrer quelle richesse, quelle variété cache à notre insu cette grande nuit impénétrée et décourageante de notre âme que nous prenons pour du vide et pour du néant. Vinteuil avait été l'un de ces musiciens. En sa petite phrase, quoiqu'elle présentât à la raison une surface obscure, on sentait un contenu si consistant, si explicite, auquel elle donnait une force si nouvelle, si originale, que ceux qui l'avaient entendue la conservaient en eux de plein pied avec les idées de l'intelligence. Swann s'y reportait comme à une conception de l'amour et du bonheur dont immédiatement il savait aussi bien en quoi elle était particulière qu'il le savait pour la princesse de Clèves ou pour Renée quand leur nom se présentait à sa mémoire. Même quand il ne pensait pas à la petite phrase, elle existait latente dans son esprit au même titre que certaines autres notions sans équivalent, comme les notions de la lumière, du son, du relief, de la volupté physique, qui sont les riches possessions dont se diversifie et se pare notre domaine intérieur. Peut-être les perdrons-nous, peut-être s'effaceront-elles si nous retournons au néant. Mais tant que nous vivons, nous ne pouvons pas plus faire que nous ne les ayons connus, que nous ne le pouvons pour quelque objet réel, que nous ne pouvons par exemple douter de la lumière de la lampe qu'on allume devant les objets métamorphosés de notre chambre d'où s'est échappé jusqu'au souvenir de l'obscurité. Par là, la phrase de Vinteuil avait, comme tel thème de Tristan par exemple, qui nous représente aussi une certaine acquisition sentimentale, épousé notre condition mortelle, pris quelque chose d'humain qui était assez touchant. Son sort était lié à l'avenir, à la réalité de notre âme dont elle était un des ornements les plus particuliers, les mieux différenciés. Peut-être est-ce le néant qui est le vrai et tout notre rêve est-il inexistant ? Mais alors nous sentons qu'il faudra que ces phrases musicales, ces notions qui existent par rapport à lui, ne soient rien non plus. Nous périrons, mais nous avons pour otage ces captives divines qui suivront notre chance. Et la mort avec elle a quelque chose de moins amer, de moins inglorieux, peut-être de moins probable. Swann n'avait donc pas tort de croire que la phrase de la sonate exista réellement. Certes, humaine à ce point de vue, elle appartenait pourtant à un ordre de créatures surnaturelles et que nous n'avons jamais vu, mais que malgré cela nous reconnaissons avec ravissement quand quelque explorateur de l'invisible arrive à en capter une, à la mener du monde divin où il a accès, briller quelques instants au-dessus d'une autre. C'est ce que Vinteuil avait fait pour la petite phrase. Swann sentait que le compositeur s'était contenté avec ses instruments de musique de la dévoiler, de la rendre visible, d'en suivre et d'en respecter le dessin d'une main si tendre, si prudente, si délicate et si sûre que le son s'altérait à tout moment, s'estompant pour indiquer une ombre, revivifiée quand il lui fallait suivre à la piste un plus hardi contour. Et une preuve que Swann ne se trompait pas quand il croyait à l'existence réelle de cette phrase, c'est que tout amateur un peu fin se fut tout de suite aperçu de l'imposture, si Vinteuil, ayant eu moins de puissance pour en voir et en rendre les formes, avait cherché à dissimuler en ajoutant ça et là des traits de son cru, les lacunes de sa vision ou les défaillances de sa main. Elle avait disparu.
Swann savait qu'elle reparaîtrait à la fin du dernier mouvement, après tout un long morceau que le pianiste de Madame Verdurin sautait toujours. Il y avait là d'admirables idées que Swann n'avait pas distinguées à la première audition et qu'il percevait maintenant, comme si elles se fussent, dans le vestiaire de sa mémoire, débarrassées du déguisement uniforme de la nouveauté. Swann écoutait tous les thèmes épars qui entreraient dans la composition de la phrase épars, comme les prémices dans la conclusion nécessaire. Il assistait à sa genèse. Oh, audace aussi géniale peut-être, se disait-il, que celle d'un Lavoisier, d'un Ampère, l'audace d'un Vinteuil expérimentant, découvrant les lois secrètes d'une force inconnue, menant à travers l'inexploré vers le seul but possible, l'attelage invisible auquel il se fie et qu'il n'apercevra jamais. Le beau dialogue que Swann entendit entre le piano et le violon au commencement du dernier morceau. La suppression des mots humains, loin d'y laisser régner la fantaisie, comme on aurait pu croire, l'en avait éliminé. Jamais le langage parlé ne fut si inflexiblement nécessité, ne connut à ce point la pertinence des questions, l'évidence des réponses. D'abord, le piano solitaire se plaignit, comme un oiseau abandonné de sa compagne. Le violon l'entendit, lui répondit comme d'un arbre voisin. C'était comme au commencement du monde, comme s'il n'y avait encore eu que deux sur la terre, ou plutôt dans ce monde fermé à tout le reste, construit par la logique d'un créateur, et où il ne serait jamais que tous les deux, cette sonate. Est-ce un oiseau? Est-ce l'âme incomplète encore de la petite phrase? Est-ce une fée invisible et gémissant, dont le piano ensuite redisait tendrement la plainte? Ces cris étaient si soudains que le violoniste devait se précipiter sur son archet pour les recueillir. Merveilleux oiseau. Le violoniste semblait vouloir le charmer, l'apprivoiser, le capter. Déjà il avait passé dans son âme, déjà la petite phrase évoquée agitait comme celui d'un médium le corps vraiment possédé du violoniste. Swann savait qu'elle allait parler une fois encore, et il s'était si bien dédoublé que l'attente de l'instant imminent où il allait se retrouver en face d'elle le secoua d'un de ces sanglots qu'un beau vers ou une triste nouvelle provoque en nous, non pas quand nous sommes seuls, mais si nous les apprenons à des amis en qui nous nous apercevons comme un autre dont l'émotion probable les attendrit. Elle reparut, mais cette fois pour se suspendre dans l'air et se jouer un instant seulement, comme immobile, et pour expirer après. Aussi, Swann ne perdait-il rien du temps si court où elle se projetait. Elle était encore là comme une bulle irisée qui se soutient, tel un arc-en-ciel dont l'éclat faiblit, s'abaisse, puis se relève et, avant de s'éteindre, s'exalte un moment, comme s'il n'avait pas encore fait. Comme il n'avait pas encore fait. Aux deux couleurs qu'elle avait jusque-là laissées paraître, elle ajouta d'autres cordes diaprées, toutes celles du prisme, et les fit chanter. Swann n'osait pas bouger et aurait voulu faire tenir tranquille aussi les autres personnes, comme si le moindre mouvement avait pu compromettre le prestige surnaturel, délicieux et fragile qui était si près de s'évanouir. Personne, à dire vrai, ne songeait à parler. La parole ineffable d'un seul absent, peut-être d'un mort, Swann ne savait pas si Vinteuil vivait encore, s'exhalant au-dessus des rites de ses officiants, suffisait à tenir en échec l'attention de 300 personnes et faisait de cette estrade où une âme était ainsi évoquée un des plus nobles autels où put s'accomplir une cérémonie surnaturelle. De sorte que quand la phrase se fut enfin défaite, flottant en lambeaux dans les motifs suivants qui déjà avaient pris sa place, si Swann au premier instant fut irrité de voir la comtesse de Monteriandé, célèbre par ses naïvetés, se pencher vers lui pour lui confier ses impressions avant même que la sonate fût finie, il ne put s'empêcher de sourire et peut-être de trouver aussi un sens profond qu'elle n'y voyait pas dans les mots dont elle se servit. Émerveillée par la virtuosité des exécutants, la comtesse s'écria en s'adressant à Swann : « C'est prodigieux, je n'ai jamais rien vu d'aussi fort !» Mais un scrupule d'exactitude lui faisant corriger cette première assertion, elle ajouta cette réserve : « Rien d'aussi fort depuis les tables tournantes. »
Et je vais m'arrêter là pour 2 raisons, parce que je commence à avoir froid et surtout que je ne vois plus. Et ça, c'est important parce que je bute sur tous les mots. Je ne vois rien. Voilà. Mais c'était un beau passage. J'aime bien choisir ma phrase préférée dans le morceau que je vous lis. Ah, le port est complet. Petit port. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour la suite d'un amour de Swann. Voilà. Merci beaucoup et à bientôt.